personnellement, j'ai bien aimé cette notion de communauté éphémère. J'ai vu à la fois un clin d'œil à des discussions qu'on a eues ici, et puis une manière de traduire cette notion de dispositif. J'ai vu aussi cette notion de dispositif qui était chère à François Hacher, hein, et qui n'excluait pas, hein, dans son esprit, me semble-t-il, la possibilité qu'elle s'institutionnalise, mais qu'il y ait un temps où tous les acteurs extrêmement divers puissent essayer de parler un langage par-delà leur langage spécifique, etc. Alors, merci pour quelque chose que j'ai reçu comme à la fois un programme de recherche, en tout cas des objectifs pour un programme de recherche et un programme aussi avec une ambition politique. Alors comment nos trois autres intervenants vont pouvoir réagir, nous dire en quoi concrètement la recherche urbaine peut être utile à leurs propres interrogations, eh ben, c'est ce qu'ils vont nous dire, et j'invite donc maintenant Jean-Marc Hoffner, Mireille Appel-Muller et Mireille Ferry à nous rejoindre. Alors l'exercice, j'en ai conscience, n'a pas été forcément simple pour vous parce que Jean-Yves a enrichi la note qui vous avait été transmise, des réflexions nouvelles, mais l'armature reste néanmoins la même. Alors, et de surcroît, vous vous connaissez pour la plupart. Alors, commençons peut-être par vous, toi, Jean-Marc Hoffner. Depuis le début, je m'autorise parfois le tutoiement, mais là, il peut s'imposer. Jean-Marc Hoffner, alors, dont le cas nous intéressait parce que ingénieur de formation, urbaniste et politiste, et donc quelqu'un qui s'est coltiné avec la recherche. Tu as été directeur du LATS, des laboratoires créés par Pierre Vels, qu'on a entendu ce matin. Et tu es passé de l'autre côté, d'une certaine façon, de la barrière, en assumant la direction générale de l'AURBA, donc de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine. Alors, en quoi cela a fait évoluer tes attentes en matière de recherche urbaine? En quoi ce lieu est un lieu propice à la production de la recherche urbaine? C'est les questions que j'aimerais te poser, mais au préalable, peut-être veux-tu réagir aux propos, aux interrogations de Jean-Yves Chapuis. Micro. Très belle citation de Bruno Latour, donc sur les certitudes fragiles et provisoires à la fois de la recherche et de l'action publique. J'aimerais y croire, mais dans mon quotidien, je n'aperçois pas ces incertitudes. Et je mobilise souvent, moi, une autre citation qui est terrible, vous allez voir. Jean Leca l'utilisait beaucoup. Jean Leca, il y a longtemps, était président du Conseil scientifique de l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques étant un chantier en ruine en France, depuis que Rocard avait essayé de développer ça. Et il empruntait sa citation à un politiste allemand qui disait « La caractéristique du pouvoir est la capacité de parler au lieu d'écouter, la capacité de se permettre de ne pas apprendre. » Voilà. Et alors je pense que c'est vrai pour les politiques, je pense que c'est également vrai pour les chercheurs. Pour des raisons qui tiennent à la fois au statut des uns et des autres, et puis aussi que c'est fatigant de se remettre en question tous les matins et de se dire, finalement, l'étalement urbain, il y a 30 ans qu'on dit que c'est pas bien, je vois pas pourquoi tout d'un coup je dirais autre chose. La mixité sociale, on dit que c'est important, même si tous les sociologues du monde nous disent que c'est une notion inopérante, mais enfin c'est quand même plus facile de s'en occuper. Et depuis 30 ans aussi, on nous dit qu'il faut développer les transports collectifs parce que les automobilistes se mettront à prendre le tram. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai, mais c'est également plus simple de continuer. Donc, vous vous souvenez de vos cours de philo de terminale, Thomas Kuhn, les révolutions scientifiques. On est dans un paradigme et on ne bouge pas du paradigme, même s'il y a plein de contre-indications qui semblent porter quelques suspicions sur la vigueur du paradigme.
puis au bout d'un moment, ça tombe et on passe à autre chose pour 30 ans. Voilà. Donc moi, je pense que c'est quand même plutôt ça. Et je fais le symétrique, c'est aussi vrai pour les chercheurs, parce que c'est pareil, à partir du moment où ils ont une théorie, ils la développent et ils ne vont pas s'embêter, entre guillemets, à la remettre en cause, en tout cas trop souvent. Donc, voilà, moi j'aimerais croire à ce que dit Latour, je ne suis pas certain que ça existe tant que ça, sauf effectivement à créer des dispositifs qui permettent que les uns et les autres sortent de leur costume. Et d'abord, le premier point me semble important. Et c'est pour ça que moi je continue à penser que la recherche, sous une certaine forme, est là pour désenchanter le réel et pour faire en sorte que on soit un peu plus proche d'une certaine réalité, parce qu'on aura quelques chiffres un peu sûrs, etc. Parenthèse, quand on parle de la recherche, il me semble qu'on parle de deux choses très différentes. On parle, comme on dit dans le jargon, des savoirs certifiés, ce qui est dans les livres, et puis on parle de la recherche en train de se faire. C'est deux choses assez différentes et deux dispositifs assez différents. Alors, désenchanter le réel, donner une autre vision de la réalité, plus proche, on va dire, de l'évolution qu'on peut percevoir, c'est une première fonction importante. Importante parce que, malgré tout, le chercheur reste auréolé d'une certaine légitimité. Il est généralement un tiers par rapport au système d'acteurs locaux. Moi, je peux dire des choses tout à fait passionnantes à Bordeaux. Je suis dans le système d'acteurs. Voilà, je parle pour, au nom d'eux, depuis, etc. N'importe quel chercheur, si je puis dire, vient dire la même chose, lui, on le croira forcément. Voilà. Donc ça, c'est il ne faut pas laisser ça de côté, c'est intéressant. Hein, et si on peut, alors je dis les choses un peu vite par pédagogie, si on considère que l'action publique s'appuie sur quelques informations, pas beaucoup, et que la plupart de ces informations sont fausses, c'est quand même d'intérêt général que d'expliquer que les ménages dont on pense qu'ils sont composés de 2 personnes et de 2 enfants sont en fait généralement tout seuls, que les revenus sont pour la moitié inférieurs à 1 500 €, qu'il n'y a que 10% de trafic de transit sur toutes les rocades de France et de Navarre, etc. Voilà. Alors on va dire, bon, est-ce qu'il faut convoquer un directeur de recherche du CNRS pour ça? Moi, je pense que oui, finalement. Je pense que oui, que ça fait partie aussi de la fonction sociale, d'une certaine manière, du chercheur, que d'aider en particulier, d'accompagner les techniciens qui, eux, n'auront pas, peut-être pour de mauvaises raisons, mais c'est comme ça, la légitimité pour ça. Et puis après, effectivement, il y a ce qu'on peut inventer en enchantant le réel. Et là, il me semble que ces fameux dispositifs, par exemple ceux liés à l'expérimentation, permettent à l'élu et aux chercheurs de se retrouver dans un même objectif, chacun avec ses compétences. Et là, effectivement, les incertitudes sont collectivisées. Encore faut-il que les uns comme les autres se prêtent au jeu. Et ce n'est pas si facile que ça de changer de posture et de n'être plus un chercheur sachant, mais un chercheur hésitant, et a fortiori un décideur indécis. Tout à fait. Alors, il sera intéressant au cours d'un deuxième tour de table de voir comment une agence d'urbanisme peut jouer un peu le rôle de cette communauté éphémère et amener les uns et les autres à faire un pas. Mais si tu veux bien, on va poursuivre le tour de table. Ben voilà, peut-être en poursuivant avec vous. D'abord, réaction, Mireille Ferry, vice-présidente de l'IAU, donc politique, élu vert, et l'IEU, Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui, à mon sens, est un lieu de production de savoir sur la ville, les métropoles, en mobilisant justement, notamment les sciences sociales, humaines, des ingénieurs, etc. Mais on y reviendra pour voir justement en quoi ça fait aussi communauté éphémère
Mais auparavant, réaction, est-ce que vous avez entendu et lu? Réaction, oui, j'avais déjà réagi au texte écrit. Je vais poursuivre un peu dans la même veine de ce que je vous avais dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai le droit de faire un peu de provocation, voire de polémique? Je vous ai dit non. Hein. Voilà, Oui. comme vous m'avez dit non, je vais m'autoriser à faire comme d'habitude, c'est-à-dire à ne pas respecter ce que vous m'avez dit. Je n'engage donc évidemment pas l'IAU, qui au passage est une agence d'urbanisme, avec cette particularité d'abord qu'elle est la plus grosse, avec 200 personnes qui travaillent, qui sont mobilisées, qui sont pour la plupart, on va dire, des personnes qui relèvent de ce monde qu'on peut appeler de la recherche. Et puis qu'il y a une caractéristique deuxième, c'est que c'est la seule sans doute qui a les moyens de dégager à peu près 10% de son temps ou de ses moyens à faire de la prospective et de la réflexion en réseau. Donc effectivement, là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, et de manière plus apaisée sans doute que je viens de le faire à titre personnel, sur la manière dont l'IAU se mobilise sur des questions de prospective. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de réagir, c'est parce qu'en fait, ça n'est pas qu'une posture intellectuelle, ni même de style, encore moins de style. C'est un vrai souci aujourd'hui déontologique. Il y a 10 ans, je débarquais dans la région Île-de-France avec un mandat particulier qui était d'être vice-présidente chargée d'aménagement du territoire et donc de la rédaction de ce fameux schéma directeur. Il y a 10 ans, on a pris les choses différemment et effectivement, ma casquette d'écologiste là-dessus est déterminante en disant le monde qui se prépare n'est pas le monde que vous voyez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous contenter de prolonger les courbes. On ne peut pas faire un schéma d'aménagement en disant ce qui compte c'est la compétitivité et pour assurer la compétitivité, il faut doubler la surface de bureau à la Défense. C'est mort. C'est mort intellectuellement, c'est mort économiquement. Donc il faut trouver autre chose et on a introduit cette idée petit à petit des termes nouveaux, les termes de robustesse, la question environnementale, la question sociale posée différemment, la question du modèle économique qui devait découler des deux premières. Et donc effectivement des positions lourdes du style si on veut arrêter de consommer les terres agricoles dans une région comme l'Île-de-France, il faut stopper l'étalement urbain pour des raisons à la fois sociales, parce que c'est une nouvelle forme de relégation silencieuse dont le politique se réjouit et ferme les yeux en faisant croire qu'il la combat, mais c'est aussi un problème environnemental monstrueux qui se prépare pour demain. Donc pour ces deux raisons, il fallait trouver une alternative sans laisser tomber la question sociale, et la question sociale essentielle en Île-de-France, c'était le logement. D'où cette idée de densification. Il y a 10 ans, aujourd'hui c'est trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où les politiques publiques n'ont pas progressé, où on a accumulé encore plus de retard sur la fabrication de logements, en pleurant des larmes de crocodile sur le fait qu'on ne dépasse pas les 30 000 logements neufs chaque année en Île-de-France, mais comment ça se fait? Alors il en faudrait 60 000. Aujourd'hui, c'est plus 60 000, c'est 70, c'est 75. Donc c'est devenu intenable. Donc il faut retrouver autre chose. Alors maintenant, c'est monté au cerveau et on dit il faut faire de la ville dense. Trop tard. C'est-à-dire que ce que je refusais d'envisager il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ait une sorte d'exode urbain comme on a eu un exode rural, et qu'on ait à un moment donné une inversion, une sorte de fuite en dehors d'un système qui est devenu hyper brutal dans son fonctionnement quotidien, à la fois dans sa forme de liens sociaux, mais aussi dans ses organisations spatiales et physiques. Aujourd'hui, comment on fait pour enrayer, je ne sais pas. Et je sais encore moins que ceux qui ont déserté les premiers, ce sont les politiques. Alors, ce n'est pas la question de poser la question quelle recherche, elle servirait à qui la recherche? Aujourd'hui, quand on essaye de construire les métropoles en France, excusez-moi du ton, mais c'est vrai que là, ça déborde. Quand on essaye de construire le soi-disant fait métropolitain, cette nouvelle institution, alors je ne parle pas pour Bordeaux, puisqu'apparemment ça pourrait fonctionner assez bien, ou pour Grenoble, ou pour Marseille, j'en sais rien, pour Lyon peut-être, et pour l'Île-de-France, c'est quoi la métropole? Ça ne fonctionnera pas. C'est essayer de fabriquer une nouvelle institution qui va prendre des années à mettre d'accord des gens qui politiquement en plus viennent de basculer. Alors ça leur fait un nœud supplémentaire au cerveau. Ça peut-être que ça va les faire réfléchir. Il n'empêche que fabriquer une nouvelle institution, quand on n'a pas trouvé les moyens d'accélérer les mécanismes qu'on a déjà à disposition sur la production de logements, sur la question foncière qui est la question fondamentale en Île-de-France. Sur la question du logement social, où quand on pose la question de dire « mais au lieu d'entretenir un parc, est-ce que vous voulez accepter de vous poser la question ?» Je ne dis pas « j'ai la réponse ». Je dis « est-ce que vous voulez bien accepter de vous poser la question à partir du moment où on est débordé par la question du parc,
de passer sur un mix avec les aides à la personne. On me dit, ah, vous voyez bien, vous voulez enterrer le logement social. Non, je ne veux rien enterrer du tout. Je veux trouver des solutions qui soient des solutions opérantes de court terme, plutôt que des jeux de bon taux qui font qu'on ne négocie plus les contrats du coup entre l'État et les régions, et que ne les négocions plus sous prétexte qu'on va changer les découpages et donc qu'on va repousser les élections. Eh bien, l'actuel est en train de tomber. Le prochain ne se négociera pas l'année prochaine, ni l'année d'après, puisque quand ces nouveaux bidules se seront mis en place, il va falloir qu'ils apprennent à fonctionner et se mettre d'accord entre eux avant d'aller voir l'État. On perd au moins 3 ans d'investissement public sur des choses fondamentales. Voilà à quoi ça sert, les nouvelles institutions, aujourd'hui. Alors, la recherche, oui, elle doit pouvoir, dans ce bazar, essayer de trouver des formes de solutions, mais avec, pour désenchanter le réel, une première question, c'est au bénéfice de qui? Qui sont aujourd'hui les politiques qui se nourrissent des résultats de la recherche? Si vous en trouvez, vous me le dites. Et la deuxième chose, quand on aura trouvé ça, quels sont les crédits qui permettraient à la recherche d'être relativement autonome pour pouvoir nourrir celles et ceux qui sont capables d'écouter et de mettre localement des petites solutions en œuvre? Alors là, c'est un autre moyen. C'est les moyens de la recherche. Sur les deux, on est sur des impasses aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. C'est comme sur la question environnementale. C'était là-dessus mon premier énervement, et vous voyez que j'y suis même pas revenue. Parce que dire que c'est parce qu'on a trop développé sur le développement durable qu'on a oublié la recherche sur la ville, alors là, merci. Non, pendant des années, on a mis la recherche sur des questions soi-disant fondamentales. Ça n'a pas empêché d'aggraver les inégalités, ça n'a pas empêché les systèmes de dysfonctionner, mais là, aujourd'hui, on a un nouveau fusible, on dit « Ah ben ça, c'est parce qu'on a mis la recherche sur le développement durable. » Où vous l'avez, vous, la recherche sur le développement durable, la vraie, pas la recherche technique sur les solutions style, je sais pas moi, pompe à chaleur, quoi. Je m'en fous. Je m'en fous complètement des pompes à chaleur. C'est pas ça le problème du développement durable aujourd'hui. C'est trouver des formes systémiques nouvelles pour les grandes agglomérations et les grands faits urbains. Là-dessus, on n'a pas du tout de recherche. Mis à part ça, quelqu'un disait il y a longtemps dans un film, entre le déni sur le dérèglement climatique à l'époque, mais sur plein d'autres sujets, hein, entre le déni, ça n'existe pas, et le désespoir, c'est trop tard. Notre boulot à nous, c'est de trouver ce qu'il appelait les voies de l'action. Eh bien, c'est pas simple, mais il va falloir quand même qu'on s'y colle. Alors, sur la notion de ville durable, je pense que le malentendu n'est pas, le désaccord n'est pas si grand en fait, mais Jean-Yves s'en expliquera. Moi, j'ai pas pris tout ce qu'a dit Mireille Ferry comme par rapport à ce que j'ai dit. Elle parle d'une situation qu'elle connaît bien, elle réagit. Bon, ça c'est ça. Moi, je n'ai pas du tout pris du tout. Alors, ça serait intéressant, tout comme. J'ai pas parlé de développement durable. J'ai parlé du terme ville durable, qui est tout à fait autre chose, qui est un discours technique très dangereux. Tout comme avec Jean-Marc, on verra comment l'IAU peut résoudre l'équation. Une seconde, Jean-Yves, j'ai envie de poser... On a posé la bonne question sur comment changer de posture. C'est ça la question. Parce oui, que oui. je partage ce qu'il dit. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces gens-là ne changent pas de posture. Ni les politiques, ni les chercheurs. Et on est là pour dire comment est-ce qu'on change de posture. Mais il faut y croire, Jean-Marc. Et d'ailleurs, il va montrer que c'est possible. Attends, voilà. Mireille, vous nous expliquerez en quoi l'IAU peut, etc. De vous à moi, j'ai quand même eu l'impression que ce que vous contestiez davantage, c'était les modes de prospective, le type de prospective, et qu'on peut réinventer une prospective qui soit davantage à l'écoute des innovations de la société, peut-être pour aider à leur montée en généralité. Mais on pourra y revenir. Poursuivons le premier tour de table destiné à réagir quand même à tes propos, Jean-Yves, avec donc Mireille, déléguée générale de l'IVM, qui a beaucoup fait quand même pour mettre dans l'agenda et de l'action publique et de la recherche cette idée que la ville était en mouvement, était un enjeu de mobilité. On y reviendra. Mais peut-être au préalable, Mireille Appelmüller, si tu souhaitais réagir aux propos de Jean-Yves. Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Déjà, je voudrais dire, je suis censée représenter le think tank, le privé. En même temps, je ne me sens pas très à l'étranger parce que moi, l'apprentissage de la ville et de la recherche, ça a été dans un dispositif qui était animé par le PUCA. C'était la recherche et l'expérimentation et c'était Europan. Donc voilà, j'ai été, élevée
à cette approche expérimentale par François Hacher, Daniel Valabrègue, Didier Alors, Rogois. c'est un peu peut-être sibyllin pour ceux qui ne connaissent pas l'IVM. Donc, rappelons qu'effectivement, c'est financé par un... Voilà. L'Institut pour la ville en mouvement, c'est une association qui existe depuis 2000, qui a été créée à l'initiative du groupe constructeur automobile PSA Peugeot Citroën, qui a fait appel à François Hacher pour imaginer, nous donner les moyens d'imaginer un dispositif, donc ce mot va revenir de façon récurrente, un dispositif qui permette de réfléchir sur la ville et la société contemporaine à travers le fil rouge de la mobilité, et surtout dans une logique non pas de think tank qui fait des études, des rencontres et un peu de lobbying, mais en reprenant cette culture du projet, de l'expérimentation, et donc réunissant des acteurs autour d'actions concrètes. Et des chercheurs en sciences sociales et humaines. C'est-à-dire, c'est aussi bien le monde de l'action publique, le monde de la recherche, dans ses différentes composantes, pas seulement sciences sociales et humaines, ça peut être aussi des informaticiens, etc., des ingénieurs, et puis évidemment l'entreprise. Est-ce que tu t'es retrouvé dans les interrogations de Jean-Yves ? Ce qui m'intéressait dans la logique du dispositif, c'est qu'effectivement, on expérimente sur le terrain à la fois les difficultés entre les différents protagonistes. J'utilise à dessein le mot protagoniste, que je préfère au mot acteur, parce que protagoniste, ça veut dire acteur et héros, c'est-à-dire chacun doit être le héros de sa propre histoire, et protagoniste, ça implique l'idée de conflit, et on est bien dans un espace où il y a du conflit, où chacun doit savoir d'où il parle, qui gagne quoi, qu'est-ce qu'on accepte de perdre et pour qui. On a parlé des habitants, etc. Donc l'idée de cette première idée me paraissait importante. La deuxième, c'est que, bien sûr, la société va de plus en plus vite. On parle de mutation. Je crois que la société change plus vite que la politique, ça c'est sûr. Et elle change plus vite que l'action urbaine, bien souvent, dans certains domaines. Et que c'est pour ça aussi que l'action publique, mais que aussi, j'allais dire, la société dans son ensemble a besoin de recherche, parce qu'elle a besoin de réflexivité. C'est-à-dire que les modèles ou les outils de la planification, pendant 10 ans, on prépare un schéma directeur, sont obsolètes, parce qu'il y a une espèce d'obsolescence programmée des dispositifs, programmés, malheureusement, non, pas programmés, mais enfin programmables, de dispositifs. On parle de métropole depuis des années. Est-ce que les institutions ne sont pas déjà obsolètes par rapport au mode de vie, et par rapport aux pratiques, par rapport aux usages, par rapport... Voilà. Donc ça, c'était quelques éléments. Et puis, effectivement, le terme recherche urbaine est toujours un terme un peu ambigu. Je pense qu'il faut de la recherche pour faire de l'action urbaine, et que cette recherche, elle a aujourd'hui un champ d'investigation qui est beaucoup plus large qu'il ne l'était. C'est-à-dire que c'est peut-être plus seulement... c'est quoi le pourcentage de trafic sur la rocade, c'est qu'on a accès à des données qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus variées, et que, oui, il faut fabriquer des dispositifs pour prendre le risque de ne pas utiliser les bonnes. Et puis surtout, je pense que le rôle de la recherche, c'est d'aider les politiques, les protagonistes à construire des questions pour l'action, et être réflexif là-dessus. Alors, on revient vers tous les trois pour savoir comment concrètement vous essayez d'y parvenir, de renouveler, de concourir au renouvellement de cette recherche pour l'action urbaine. Mais auparavant, Jean-Yves Chaput, peut-être des réactions à ce que tu viens d'entendre? Oui, par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, je trouvais qu'il y a une chose intéressante dont a parlé d'ailleurs Alain Bourdin hier avec toi quand vous discutiez à la fin de la journée, c'est que il y a la recherche, il y a les chercheurs qui sont dans des sciences bien précises, etc. Et puis, dans ce que l'on dit aujourd'hui, là, c'est d'avoir des mélanges entre des domaines très différents. Et là, il y a souvent un problème de médiateur, et je pense que les agences d'urbanisme peuvent avoir ce rôle-là de médiation pour que travaillent ensemble des chercheurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc encore toujours cette communauté éphémère. La deuxième chose, alors moi je ne reviens pas à ce que dit Marie-Félie parce qu'elle parle de son expérience avec tous les questionnements qu'on a souvent discutés ensemble. Enfin, je n'ai pas bien vu le lien avec ce que j'ai dit, mais bon, c'est intéressant qu'elle explique qu'elle voit bien que le politique aujourd'hui, il a quand même du mal à se positionner et que peut-être que la recherche pourrait l'aider. Alors, pour Mireille, ce qui me frappe, c'est que vous travaillez dans un domaine où c'est PSA Peugeot qui finance. Nous, on a une entreprise de PSA Peugeot chez nous. Et j'ai souvent envie de leur dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a un institut de la ville en mouvement là, qui réfléchit sur la mobilité? Parce que
dans les discussions qu'on a avec eux, ils continuent à produire une voiture qui ne correspond pas, parce que j'ai compris, c'est que la moitié des gens qui achètent une voiture neuve sont à la retraite, et que l'âge moyen, c'est 56 ans. Et comme le dit très bien Jean-Marc, la voiture ne va pas disparaître. Simplement, elle doit avoir d'autres rôles, d'autres fonctions, et tout n'ira pas vers les transports en commun. C'est très important aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les PDU uniquement à ceux qui font des transports en commun, mais à ceux qui font de l'urbanisme, qui réfléchissent aux différentes mobilités nouvelles, sans parler de nouvelles. Bon. Et là, je me dis vraiment, alors j'espère qu'ils continuent à financer l'Institut de la ville en mouvement, mais ils suppriment leur RD. Alors c'est quand même complètement crétin. Ils devraient au contraire continuer à réfléchir avec vous pour que finalement, ils s'intègrent un peu plus la mobilité. Je trouve ça assez étonnant, quoi. Et finalement, je me dis, dans les villes où le PSA Peugeot existe, avec l'Institut, on devrait passer un contrat entre vous, l'agence d'urbanisme de Rennes, enfin les services qui font la prospective, et PSA Peugeot, pour travailler ensemble, quoi. Vous ferez vos affaires après, hein, mais bon... C'est le questionnement. Je m'interroge. Mireille. C'est formidable. C'est-à-dire que ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas parler au nom de PSA. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé du milieu de la recherche, on a parlé du milieu politique, on a expliqué que la recherche, il faudrait peut-être un peu liboter, que les politiques, il faudrait peut-être un peu... Le milieu de l'industrie et du business, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer... Il y a une espèce de vision un peu, alors soit diabolique, soit angélique du monde de l'entreprise, qui aurait tout compris à la société, qui aurait des outils d'analyse d'ailleurs et d'investigation beaucoup plus sophistiqués que le monde de la recherche publique est misérable et un peu aveuglé par ses idéologies un peu gauchistes, alors qu'au moins l'entreprise sait ce qu'elle fait. C'est pas vrai. C'est-à-dire tout le monde... et c'est pour ça que se multiplient les think tanks. Et en même temps, quand on dit qu'il faut travailler avec le privé, ça veut dire quoi, travailler avec le privé? Bon, j'ai Elisabeth en face de moi, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais travailler avec le privé, ça veut dire que c'est quoi l'intérêt du privé? Le privé est en train de découvrir que le marché des 10 prochaines années, c'est la ville. La ville est un business. Donc, il ne faut pas dire le privé va me construire les voitures dont j'ai besoin. C'est qu'est-ce que je fais faire? Puisque c'est le business, comment je le contrôle, comment je le régule, comment je travaille avec eux, et je ne leur demande pas de faire de la stratégie urbaine à ma place. Et ça, je pense que... Non, mais on est d'accord. Mais ça veut dire que, par exemple, la difficulté à faire des expérimentations avec des territoires, avec des villes, vous avez la même avec les entreprises, qui ont des logiques business, qui ont des plans industriels, qui vont expliquer que c'est pas Autolib qui va faire vivre les 200 000 salariés de PSA Peugeot Citroën. Moi, c'est pas ce qu'on me répond. Moi, je leur demande que ça. Faisons des projets ensemble. Travaillons, expérimentons. Mais l'expérimentation dans l'industrie automobile, c'est pas l'expérimentation telle qu'on l'imagine. C'est-à-dire que cette question de la médiation culturelle, de l'acculturation réciproque entre le monde de la recherche, le monde de l'action publique, c'est la même chose avec le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous, on disait, c'est pas tant leur permettre d'échanger, mais il y a un autre protagoniste, c'est le public. Et c'est pas seulement pour demander leur opinion aux habitants, c'est ce que François Hacher appelait mettre à l'agenda. C'est-à-dire que si on organise le discours, enfin je me rappelle avoir choqué Mireille à un débat où je disais, pour convaincre les élus, il faut que ce soit vu à la télé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut mettre à l'agenda public, des médias, fabriquer les éléments de langage. Ça ne veut pas dire que c'est stupide, il faut revisiter le vocabulaire. Et c'est par justement la médiatisation, la mise à l'agenda public, qu'on arrive à décoincer les entreprises, décoincer les élus, décoincer la recherche. Ça ferait presque de transition avec l'agence d'urbanisme de Bordeaux, que j'associe définitivement à ce rapport du Grenelle, à ce Grenelle des mobilités que tu as mis en place, avec précisément l'idée, me semble-t-il, de faire se rencontrer l'ensemble des acteurs institutionnels, publics et privés, autour des questions de mobilité telles qu'elles se posent sur ton territoire. Et alors, c'est efficace, ça marche ? Alors effectivement, l'une de mes nombreuses surprises en passant du côté obscur de la force, c'était de constater que, plus même que la théorie ne le dit, les institutions étaient extrêmement introverties et que tous leurs mécanismes administratifs, techniques, politiques, financiers faisaient qu'elles n'étaient surtout pas faites pour parler aux autres. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les agences d'urbanisme, à l'inverse, ont été constituées pour ce faire, puisque c'était pour accompagner les débuts de la coopération intercommunale, et aujourd'hui, on va dire, pour accompagner le développement du système métropolitain, à la fois effectivement avec les acteurs publics et avec les nouveaux acteurs métropolitains, semi-publics ou privés. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance,
mais fort d'une certaine légitimité de positionnement partenarial, on a réussi à travers ce Grenelle, bon, avec l'appui de la communauté urbaine, à mobiliser non seulement toutes les collectivités territoriales et l'État, mais aussi la chambre de commerce, les associations d'entrepreneurs, les syndicats, les associations classiques d'environnement, parce que, à l'évidence, effectivement, ces questions de mobilité non seulement dépassaient largement le périmètre du PTU, du périmètre de transport urbain et du PDU, mais qu'elles intéressaient en particulier, très précisément au premier chef, le monde économique et professionnel, qui a été un peu exclu de la question avec la bonne idée de l'invention du versement transport, mais qui a un peu déresponsabilisé les entreprises sur le sujet. Voilà, et donc là, ça continue et ça va bien marcher. On peut imaginer que sur d'autres sujets, ce type de dispositif partenarial, qui en plus a le bon goût de partager les responsabilités dans la mise en œuvre. C'est aussi l'idée qu'on a certaines des mesures du Grenelle, c'est la Poste, c'est EDF, c'est l'association Mille Pattes qui fait du pédibus, qui est chef de file de la mise en œuvre des mesures. Alors, on n'attend pas, avant d'entendre Mireille Ferry, on n'attend pas forcément une agence d'urbanisme sur les questions de mobilité, en tout cas se saisir à bras-le-corps de ce dossier au détriment d'autres institutions. Tu viens d'expliquer en quoi le contexte a été favorable, mais dans quelle mesure ça a été possible, parce qu'à sa tête, il y a un Jean-Marc Hoffner qui a été directeur du LATS, par exemple, donc déjà acculturé aux problématiques de transport, de mobilité. C'est quelque chose qui a pu conférer une légitimité à l'agence pour investir ces problématiques. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Bordelais qui connaissent le LATS et ma brillante carrière. Non, franchement, alors, qu'on ait pu montrer qu'on savait ce que c'était que les transports et la mobilité et qu'il y avait quelques spécialistes de la question, oui. Mais le côté... Non, moi j'essaie de faire un peu oublier mon passé, un de Parisien et deux de chercheur. Ça fait quand même beaucoup de fardeau. Dans quelle mesure ça a dû quand même faire évoluer l'agence en l'obligeant à s'outiller, à intégrer des chercheurs de la matière grise pour traiter de ces questions? Oui. Alors là-dessus, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mireille. Je pense que même à l'IAU, nos personnels ne sont pas des personnels de recherche. Ce sont, la recherche, je dirais encore plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est extrêmement codifié, c'est la publication, etc., etc. Et ça a sa légitimité. En revanche, ce sont des personnels qui parfois ont eu un parcours de recherche et qui sont effectivement en capacité de faire un bout de chemin avec des chercheurs. Et ça, c'est effectivement très, très important. Et qui peut-être, je voudrais juste insister là-dessus pour finir, sont capables aussi d'avoir des requêtes méthodologiques. Alors la méthodo, ça embête tout le monde, hein, mais je pense que la recherche a un vrai rôle à jouer là-dessus par rapport à cette angoisse permanente, effectivement, d'être toujours en retard d'une ou deux guerres, quoi, hein, c'est ça la question. Hein. C'est même pas qu'on comprend, qu'on n'est pas sur le présent, on est toujours sur des modèles du passé. Et de ce point de vue-là, dans les rencontres de la FNO, on avait parlé de changer de regard, changer de lunettes. Il nous faut de nouvelles lunettes pour donner à voir, effectivement, les mutations sociales, territoriales. Et de ce point de vue-là, il me semble que les chercheurs ont un vrai défi à relever pour aider en particulier les techniciens, mais aussi pour leur propre recherche, à changer d'outils, changer de lunettes, donc donner à voir une réalité qui a de fait évolué. Alors, Mireille Ferry, vous pourriez bien évidemment réagir. J'ai omis, mea culpa, de rappeler que, bien évidemment, vous étiez vice-présidente de la FNO, donc vous pourriez réagir aussi à ce titre-là. Mais pour mieux revenir aussi à l'IAU, en quoi ça peut constituer une forme de communauté éphémère ou faciliter la rencontre entre les résultats de la recherche et puis les attentes du politique? Alors d'abord, je souscris sur
précision du vocabulaire sur ce qu'est appartenir ou pas au monde strict académique de la recherche. S'engager dans une recherche ou dans une prospective, ça suppose, je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous refaire le numéro de tout à l'heure, ça suppose néanmoins d'avoir un peu confiance dans le débouché de cette recherche. Donc ça, pour moi, même si je n'y reviens pas, cette question reste aujourd'hui lourde. Elle n'est pas lourde d'ailleurs que pour des raisons intellectuelles. Quand nous avons engagé, il y a maintenant à peu près 2 ans, à l'intérieur de l'Institut, à l'IAU, donc Île-de-France, ce qu'on appelait le chantier, une sorte de réflexion interne sur une réorganisation, la première question qui s'est posée, c'est celle de la capacité d'indépendance intellectuelle de l'IAU par rapport à un financeur qui s'appelle le Conseil régional et qui émargeait à l'époque pour plus de 80%, on a parfois frisé les 90%, des budgets de l'Institut. Donc vous voyez bien que le débouché de la recherche, l'utilisation par le politique, en tant que parti intellectuel, mais aussi en tant qu'institution qui subventionne, reste une lourde affaire dans notre histoire et je ne voudrais quand même pas qu'on l'occulte. Cela étant, cette bataille, elle est gagnée pour l'IAU, son indépendance intellectuelle est reconnue. Donc, posons-nous dans la perspective où il vaut mieux produire de l'intelligence et peut-être que ça va éclairer la planète. Mais comment s'y prendre ? Donc, c'est la première question, comment s'y prendre ? Un des axes aujourd'hui, il est de se dire d'abord que dans nos lieux particuliers, en particulier pour ce qui concerne l'IAU, la chance, c'est d'avoir des corps de métier extrêmement différents et de pouvoir réunir à la fois des personnes qui viennent de l'institution ou de la pratique territoriale concrète, d'autres qui, par leur passé de chercheurs ou leur formation universitaire, ont les étiquettes de géographes, d'architectes, de sociologues et d'économistes, et j'en passe. Et donc que ce milieu est un milieu extrêmement privilégié, où nous avons les locaux, les moyens, les commandes, les compétences pour fabriquer une recherche transversale, même si ce n'est pas une recherche académique. S'y ajoute désormais la volonté de se rapprocher du monde académique, très précisément en passant des conventions avec les grandes universités franciliennes, qui peuvent être des conventions de recherche. Et au passage, je signale que la FNO fait le même travail, notamment grâce à Brigitte Bariol, qui a elle-même souvent fait le pont quand elle dirigeait l'agence de Saint-Étienne. Et donc nous avons depuis maintenant 2 ou 3 ans, je pense que c'est peut-être à Bordeaux qu'on a fait pour les 32e journées la première remise du prix de la thèse. Une thèse sélectionnée parmi celles qui sont faites en géographie ou dans d'autres matières, concernant la recherche urbaine décernée par la FNO. Donc là-dessus, on essaye de trouver petit à petit des dispositifs qui permettent, au moins au sein du monde académique ou de ceux qui lui sont le plus proches, de trouver ces ponts et cette fluidité. Ça n'exclut pas de continuer à essayer d'agrandir le cercle. On fait demain un séminaire de travail à l'IAU sur la question des circuits courts et notamment sur la question alimentaire et sur les circuits de commerce. Vous connaissez bien, je ne vais pas vous posant la question de savoir si c'est une vraie solution ou pas. Il nous manque manifestement dans la table ronde, on a les institutions, on a les chercheurs, on a l'agence d'urbanisme, les praticiens, c'est-à-dire qu'on a encore des progrès à faire. Mais petit à petit, à l'abri d'un certain nombre de préoccupations du monde politique aujourd'hui, avec ce que j'en ai dit tout à l'heure, se construisent quand même des choses de plus en plus précises. Alors merci beaucoup, parce que vous anticipez, c'est une question que j'avais sous le coude et qui vous concerne tous les 3 et tous les 4, que je ne me borne à formuler. Vous y répondrez plutôt en saisissant l'occasion d'une réponse à des questions de la salle. C'est comment parvenez-vous à intéresser des chercheurs qui sont soumis, ça, en tant que journaliste, je le constate, ça me saute les yeux, et ça me saute aux yeux, c'est comment vous intéressez des chercheurs qui sont soumis à des contraintes d'évaluation, donc à obtenir que les recherches qu'ils mènent avec vous, qui ne sont pas des recherches totalement académiques, puissent être intégrées dans leur
CV, dans leur rapport d'évaluation. Et je crois qu'il y a un problème qui tient aux réticences de chercheurs purement académiques à ce... Non, vous ne le mesurez oui et pas. non, c'est-à-dire que vous avez, et vous en témoignez, aujourd'hui des grands dispositifs de recherche transversaux. Je pense sur la question de l'énergie à un qu'on a dû citer, qui est Ignis Mutatres, qui réunissent quand même, là c'est sous l'égide du ministère de la Culture, ça concerne les questions énergétiques et la ville, mais on a quand même des équipes qui se constituent et qui sont toujours à l'affût de trouver le terrain d'expérimentation. Oui, donc, ils apportent un protocole, une recherche, une formation. D'autres peuvent apporter un terrain, des expériences, une confrontation. Or, aujourd'hui, vous savez bien que qui dit chercheur dit aussi souvent étudiant et nécessité de trouver des lieux de stage, des lieux d'application, des lieux de compréhension de ce que ça va être un débouché professionnel qui ne serait pas que strictement l'enseignement. Donc là-dessus, je pense qu'on peut largement s'épauler. Très bien. Dont acte. Question de la salle. Monsieur Alain Bourdin. Tu réponds par là. Monsieur Alain Bourdin. Merci pour le monsieur. Et moi, je vais aussi m'exprimer un peu vigoureusement, si vous permettez. Je crois qu'il y a un sujet qui n'est pas abordé et qui est le grand sujet auquel nous devons réfléchir, ici, en France, qui est celui de la manière dont se passe la commande de la recherche. On sort d'une période de commande publique où on avait une représentation du monde qui était, il y a d'un côté les chercheurs, d'un autre côté ceux qui agissent, et en fonction des grandes priorités de ceux qui agissent, avec éventuellement un tout petit peu de feedback venant quand même par des canaux divers de la part des acteurs, mais en fonction des grandes préoccupations gouvernementales des cabinets, etc., on fixe des objectifs à la recherche. C'est pour ça que j'adhère quand même à la critique, enfin, à ce qui a été dit par Jean-Yves concernant le développement durable, parce que j'ai vu de mes yeux que n'importe quel projet idiot avec l'étiquette développement durable passait, parce que c'était dans les priorités. Et on n'est pas sorti. On essaie, justement, un programme POMSU essaie de trouver d'autres manières de fabriquer de la commande. Je dirais, les think tanks essaient aussi de trouver d'autres manières de fabriquer de la commande. Et j'entends dire, Mireille, qu'on va passer des conventions avec les grandes universités. Pitié. J'ai un collègue, professeur d'université, dont le métier, à Nice, ça se passe, dont le métier est de créer des projets entre recherche et entreprise. Qu'est-ce qu'il fait, lui, universitaire? Il évite l'université, il évite les laboratoires, il va chercher les individus qui ont des idées. Et il refait des montages, il crée des dispositifs en utilisant des individus qui ont des idées. Si demain, on recommence à dire il faut passer par les établissements, il faut passer par ceci, par cela, on va nulle part. Oui, pour répondre à ce que dit Alain Bourdin, on l'a abordé sur la commande. Moi, je partage tout à fait ce qu'il dit. C'est pour ça que quand je parle de communauté éphémère, pour moi, ça permet donc aux chercheurs d'être dans de nouvelles postures, aux acteurs de nouvelles postures, et d'inventer ensemble cette commande publique nouvelle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est Jean-Marc Hoffner qui m'y fait penser, c'est que pour le monde politique, tout va aller plus vite. Il va falloir agir plus vite, mieux et plus directement. Plus directement, bien souvent en dehors des institutions avec lesquelles les élus passent les 3/4 de leur temps, pour ne pas dire les 4/5, dans des réunions qui n'en finissent plus et qui servent souvent à rien du tout. Et là, ça interroge la recherche pour pouvoir dynamiser tout ça. Alors c'est vrai qu'il faut se remettre en cause tout le temps, et ça peut être fatigant quelquefois. C'est pour ça qu'il faut trouver des lieux, comme on disait, de la table sympathique, pour pouvoir aussi, parce que le côté ludique aussi me paraît essentiel. Or, bien souvent, on réunit des gens dans des salles désagréables, sans climatisation, les buffets. Je ne parle pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais souvent quand même, c'est pas extraordinaire, etc. Je pense que le côté ludique, le côté me paraît aussi très très important, quoi. Sans parler, je termine là-dessus, mais on vient de refaire le SCOT du Pays de Rennes. On a fait un document dont on est sur les 110 élus, 5-6 à l'avoir lu,
Et alors qu'on a des maquettes virtuelles, des quantités de nouveaux éléments de communication d'information, on ne réfléchit pas là-dessus, on produit. Donc je pense là, il y a toute une mutation, et la recherche peut aider à positionner, etc. Et ton Grenelle des mobilités, par exemple, il fait bien ressortir ça, quoi, cette complexité, et en même temps, toutes ces incertitudes que tu as développées, que tu as expliquées, tout ça, etc. Mais il faut que les institutions, elles prennent cela et qu'elles se remettent en cause. C'est ça qui va être le plus difficile, mais qui est fondamental. Oui, non, c'était juste une réponse. C'est-à-dire que quand je parle de convention, attention, on n'est pas sur l'État qui conventionnerait avec une université, on est sur juste l'IAU qui accepte avec une université d'une convention dont je vous donnais le contenu parce que sinon on ne comprend pas. C'est pas du tout, ça porte pas du tout sur les questions de recherche que peuvent entreprendre tel ou tel laboratoire ou université. C'est juste des conventions d'entraide d'une certaine manière où on peut dire, nous, vous avez libre accès d'abord à ne serait-ce qu'à des locaux ou à un centre documentaire qui est l'Institut et qui est un peu spécialisé sur les questions d'aménagement en Ile-de-France, où les étudiants vont venir chercher une ressource, des postes informatiques, des salles, éventuellement des intervenants, et où en retour, nous, on pourra bénéficier des travaux qu'auront été faits les étudiants, etc. etc. Vous n'interférez pas avec la méthodologie. Vous n'interférez pas avec la méthodologie, le protocole de recherche, bien évidemment. C'est juste des conventions quasiment logistiques. Oui. Sauf que parfois, ce type de détail, quand on voit où en est aujourd'hui parfois le fonctionnement universitaire, ce type de détail qui consiste à fournir des locaux, des moyens, du personnel et de la documentation, ça peut aider à ce que ça fluidifie et puis des terrains de stage quand même aussi. Mireille Appel-Muller. Merci. Non, mais je pense qu'on est effectivement dans une période, et j'imagine que c'est pour ça que cette table ronde a lieu maintenant, c'est la fin d'un programme, et c'est quelles questions faut-il poser à la commande publique de la recherche? Donc, qu'est-ce qu'il faut demander à la recherche urbaine? Sur quoi doit-elle travailler? Est-ce que c'est sur des slogans, ou sur des mots qu'on a tellement vidés de leur sens? On parlait de développement durable, ça ne veut pas dire que la question n'est pas une question clé, mais elle est devenue un mot. Voilà. La métropole, on sent qu'il y a des choses qui se construisent, mais on ne sait plus très bien. Peut-être qu'il faut se demander comment on la représente, comment on la cartographie, qu'est-ce que ça veut dire les modes de vie métropolitains, est-ce que la métropole institutionnelle, elle n'est pas pratiquée autrement? Enfin, il y a toute une série de choses à contester. Mais quelles sont les questions qu'il faut que la recherche urbaine doit se poser? Quel est le rôle de la recherche urbaine? On pourrait dire, on pense toujours à la comparaison avec le milieu de la santé, mais c'est quoi? C'est le coordinateur de soins, c'est l'assembleur des compétences, c'est celui qui, face à une situation donnée, dit aujourd'hui la question, c'est d'aller demander à telle discipline, à tel champ de recherche. C'est pour ça que je comprends la peur, les grands partenariats de recherche avec une institution. On ne va pas trouver forcément pour telle question l'anthropologue obsessionnel qui travaille sur tel domaine et qui va décider de consacrer du temps, de perdre éventuellement du temps dans un projet. Donc c'est un petit peu ça, c'est réinterroger les questions. On parlait de décaler le regard, c'était ton débat à Bordeaux. C'est peut-être redéfinir les grilles de lecture. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur aujourd'hui de la qualité de la vie urbaine? C'est quoi être urbain? Quand on voit que les définitions de ville sont devenues tellement plus compliquées, se reposer des questions comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on a beaucoup discuté, on a parlé de proximité. Est-ce que ça ne se redéfinit pas avec les nouveaux outils Internet, GPS, géolocalisation, nouveaux types de services? Ces nouveaux protagonistes privés qui viennent, qui nous parlent de Smart City, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça privatise ou pas la ville? Quel est le rôle du régulateur? Qu'est-ce que ça rapporte à l'habitant? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'en sert et pourquoi? On a parlé pendant des années du fait que les mobilités étaient croissantes et que les gens étaient de plus en plus hypertextes. On s'aperçoit que les pratiques de mobilité quantitativement se stabilisent, qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de gens pratiquent des territoires de façon routinière. Qu'est-ce qui se passe entre routine et exception? Il y a plein de questions que je pense qu'il faut que la commande publique pose à la recherche, que la recherche s'en empare et la transforme en protocole d'action avec des partenaires. Mais je ne sais pas si tu t'en rends compte, tu es bien dans l'esprit POPSU, POPSU 2, au sens où il s'agit de se formuler, d'aider conjointement à dégager les bonnes questions pour ne pas se fourvoyer dans de mauvaises interrogations. Il me semble que là, on retrouve l'esprit POPSU 2. Est-ce qu'il y a une interrogation, une demande? On peut encore en prendre une. Voilà, au fond. Vous faites exprès d'être au fond Voilà, alors,
Pardonnez-moi encore une fois, Michel Gaillard sur Marne-la-Vallée. Je suis très content de voir Mireille Ferry à cette tribune pour lui exposer les contradictions qui se posent en périphérie, enfin non pas en périphérie, en banlieue, disons, lointaine, Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, l'établissement public, les élus, des différentes communes, des différentes communautés urbaines, ont en ligne de mire une loi très commode. C'est la loi NRU, c'est-à-dire pas plus de combien 20 logements sociaux, 20% de logements sociaux, ou 30, ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Pas moins d'eux, mais au moins ça. Or, en périphérie, quelles sont les activités qui s'y installent? C'est pas forcément il y en a, mais ce n'est pas forcément des activités qui développent un emploi très diversifié. Or, aujourd'hui, les gens qui occupent ces emplois dans ce type de périphérie, ils ne peuvent pas se loger là. Parce que tous les opérateurs, que ce soit des promoteurs, que ce soit même les établissements publics, travaillent sur un marché beaucoup plus intéressant, qui est le marché des gens qui s'installent, qui ont des moyens, quoi, pour dire les choses simplement. Et tous les fonctionnaires, tous les ouvriers, aujourd'hui, à Marne-la-Vallée, ne peuvent pas se loger. Alors moi, je sais où ils se logent, parce qu'il m'arrive d'aller dans toutes les périphéries lointaines de la ville, et aller voir ce qui se passe tous les matins, c'est de plus en plus insupportable. Donc voilà une loi, une règle qui a été promulguée et qui finalement ne permet pas l'équilibre emploi-logement. Mais alors, pas du tout. Oui. Alors, il me semble, intervention qu'on prend, mais sauf qu'il me semble qu'elle anticipe sur la table ronde suivante, hein, la séquence. Hein. Donc, vous restez avec nous. Ah, c'est pour ça que... Ben, on vous donnera la réponse par mail ou, ou on espère que ça vous convainc de rester. Sauf si ça appelle une réaction, mais encore une fois, je crois que monsieur a anticipé sur la séquence suivante. Allez, une dernière interrogation. La salle 2, voilà. Alors, sinon, moi, j'en aurais une. J'ai l'impression, plus j'avance dans cette table ronde, plus j'ai le sentiment de ne plus rien comprendre. Pourquoi? Alors que vous êtes clair. Vous êtes clair, vous avez donné des exemples précis, vous êtes très convaincant. Mais il me semble qu'au fond, toutes les exigences que vous formulez, cette communauté éphémère, ce besoin de créer des temps de rencontre en dehors des institutions, etc., il me semble que ce faisant, vous avez dessiné les contours du moment qu'on vit depuis hier, c'est-à-dire POPSU 2. Et donc la question serait peut-être de savoir comment l'incarner davantage, j'ose pas dire l'instituer davantage, faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'élus, parce que je crois que c'est aussi le sens du débat de cette table ronde, comment faire se rencontrer les attentes, la demande politique et les attentes, la demande de la recherche. Est-ce qu'on peut considérer que POPSU 2 ou ce type de rencontre esquisse un peu ce type de communauté éphémère que vous appelez de vos voeux? Question salle 2. Alors on prend la question salle 2, ce qui vous laisse un temps de réflexion. Bonjour Cognac Jet. Bonjour, alors je suis Irène Palençon, je travaille à la division de la recherche. Il y a un écho? On peut pas? Non. À la division de la recherche, à l'Agence française de développement. Je parle lentement parce que l'écho est assez pénible. Voilà. Donc c'est ni en contradiction avec ce que vous avez dit, mais c'est pas non plus une question. C'est juste pour dire que moi, ce qui me frappe dans ma génération, moi j'ai fait ma thèse il y a moins de 10 ans, c'est que les jeunes chercheurs, disons, ne restent pas uniquement avec leur casquette de recherche académique sur tout leur parcours professionnel. Donc ils ont plusieurs casquettes et ils travaillent aussi comme consultants. Et du coup, et puis parfois ils cherchent aussi à quitter le monde académique et à travailler ailleurs avec leur ancien parcours de recherche, un peu comme Jean-Marc Hoffner, mais je le vois beaucoup autour de moi. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs recherches. On ne peut pas dire qu'il y a une recherche urbaine, mais même si on n'est pas dans l'académie, ou même si on est un chercheur académique qui travaille en tant que consultant pour le privé, on fait aussi de la recherche urbaine d'une autre manière. Voilà. Ça pourrait presque être un beau mot de la fin, hein, et je suis prêt à renoncer à la réponse à ma propre interrogation. Ça vous va?
Très bien. Bon, eh ben merci, madame ou mademoiselle. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre ici. Il y a encore des places.